team! Bienvenue dans ce premier Philicast. Là j'arrive, au montage, je suis allée Hop. Avant le début de la vidéo, laissez-nous vous donner un petit peu de contexte. Nous trois, on est Filigrane, un média trimestriel culturel qui se décline sous forme de magazines, de podcasts et d'activités. Vous l'aurez compris, vous êtes dans la partie podcast. Ici, on va creuser et approfondir des œuvres dont on parle déjà dans la partie magazine. Donc on vous conseille d'aller le lire avant ou après cet épisode. Il est disponible via notre site internet. Je pense qu'il me reste juste à vous souhaiter un excellent épisode. Bisous la team! Le petit carnet de Chiquita, il me régale. À chaque fois que je le vois, il me régale encore plus. Je voudrais qu'il soit présenté à l'écran. C'est cette partie-là la plus importante. Non, c'est bon. Ça démarre. Bah écoutez, pour démarrer, on pourrait peut-être parler du premier biopic. Peut-être premier biopic que vous avez vu ou qui vous a marqué. C'est vrai. Waouh, ok. Je me rappelle. Déjà, ça c'est dur. Parce que j'avoue que. Je sais pas du tout. J'ai donné une réponse à ça, j'ai déjà donné une réponse à ça. On en a discuté, pense mais je qu'on sais a pas. Non, on a déjà discuté, ça c'est sûr et certain. Le premier biopic que j'ai vu, bon ça, tu te rappelles c'est quoi toi Ça. Moi j'ai ma réponse, c'est sûr. J'ai nié la faute. C'est dit que c'était pas ça. C'est pas son tour, hein. Elle a dit non. Mais moi, en fait, J'attends que tu donnes une réponse. je suis pour sur la peut-être page. que ça me... Je suis sur la page Elvis et je pense que de mon mémoire, ça doit être de mon mémoire. Oui. De mémoire, ça doit être Elvis, je pense. Attends, je réfléchis, En je fait, regarde je mes suis notes. sûre que j'ai déjà vu pas des biopics, mais sans me rendre compte que c'était des biopics. Dans les premiers que j'ai vus, je veux dire. Ou alors des histoires inspirées de faits réels, quoi. C'est pas la même. C'était pas la même chose, mais... Je pense que j'ai un peu pareil dans le sens où je sais que j'avais kiffé celui d'Elton, donc Rocketman. Et en fait de là j'ai enchaîné parce qu'ils ont sorti plus ou moins au même moment avec celui de Queen. Et donc en fait après ça a fait une boucle et ce qui a fait que j'étais en mode putain en fait c'est génial de savoir la vie des acteurs comme ça, le découvrir sous un nouvel angle. Et en plus je crois que c'était le moment où j'ai commencé aussi à plus m'intéresser au cinéma. Donc c'était cool un peu de découvrir un genre en tout cas où tu sais que tu te fais une liste de films et que tu la bouffes en 3 jours, quoi. Oui, c'est ça. Moi j'ai retrouvé ma réponse. C'est quand j'étais petite, je regardais énormément de rediff de concerts de live et tout ça. Donc, du coup techniquement, c'est pas vraiment des biopics mais j'ai commencé avec ça et évidemment avec Justin Bieber. Je ne mentirai pas ici. Mais qui d'autre? Et le premier c'est Bohemian Rhapsody. Oui. Où vraiment je suis consciente de regarder un biopic et je sais que c'est un film qui est fait pour reparler de la vie de quelqu'un et tout ça. C'est sûr que c'est Bohemian Rhapsody. Et je me rappelle au début que j'avais pas trop compris ce truc là de est-ce que c'est jusqu'à quel point c'est de la fiction, jusqu'à quel point c'est la réalité. Parce qu'en plus je connaissais pas trop Queen à ce moment là. Du coup je pouvais même pas me raccrocher à une info que je connaissais déjà ou que j'avais déjà entendue ou juste de culture quoi. Du coup c'était vraiment découverte du groupe, mais découverte. Non, parce que je connaissais déjà le groupe, mais vraiment découvert de l'univers complet. Oui, tu connaissais les musiques, mais genre le behind the scene un peu. C'est ça. Donc vraiment full découverte du groupe, c'est par le biopic, je pense. Je suis vraiment le cas d'école classique. En vrai, je suis tout pareil pour le peu de biopics musicaux que j'ai consommés. C'est vrai. Mais pour revenir sur le fait que tu disais que le premier biopic avec lequel tu étais vraiment consciente que c'était un biopic, je pense que c'est pareil que toi Juliette, c'est Rocketman. Ouais. Mais après Rocketman il est fait d'une manière aussi où tu sens que c'est un film, c'est pas... je veux dire c'est différent dans le sens où Rocketman c'est un peu aussi une comédie musicale en fait. Genre les chansons elles sont mises pour vraiment pour raconter un moment de sa vie, pas en mode à ce moment-là il faisait cette chanson là et tout. Genre là vraiment c'est en full comédie musicale, t'as les danseurs, t'as des trucs Oui c'est vrai. Mais tant que je suis en train de découper les petites parties d'Elvis, je pense que le premier... Très étrange comme phrase mais elle restera comme elle est. Je pense que le premier vraiment biopic qui m'a foutu une claque c'est Elvis. Moi j'ai mis du temps à voir Elvis.
Moi, je suis allée le voir 3 fois au cinéma, la première semaine où il est sorti. Après, bon, voilà, très obsessionnelle comme personne, mais vraiment. En fait, je trouve que la réal est folle et que du coup, genre, à chaque fois que tu le regardes, tu vois un truc que tu n'avais pas vu avant ou tu comprends un sens différent. Ça, je suis d'accord. En fait, j'ai le truc du. J'ai commencé une première fois. J'ai pas tant kiffé que ça et je me suis dit ouais ça part dans tous les sens et j'arrivais pas à choper le fil conducteur. Après c'était peut-être moi la première fois qu'il les regardait qui juste était pas attentive ou qui... Mais c'est vrai que je le trouve assez dense quand même. Ouais, il est dense mais quand je me suis posée pour le regarder la deuxième fois, là j'ai kiffé. Non je comprends. Et c'est vrai que par exemple Elvis c'est un film que entre guillemets je devais voir au cinéma parce que je sais pas dans quelle mesure ma concentration aurait été à son prime. Mais j'ai adoré la séance. Oui, mais du coup, normal. Mais oui. Non, c'est vrai. Mais après, je pense que c'est aussi le truc. Le seul petit point, pardon, c'est quand même un gros point négatif, mais c'est que c'est quand même un film qui met vachement en avant Elvis. Même si, bon, voilà, il y a quand même plein de choses qui auraient pu être plus modérée ou en tout cas remise mieux en contexte ou en tout cas questionnée dans le film, même si je comprends qu'en soi voilà, c'est un film qui parle d'Elvis et du coup on va chercher ce qui est beau à mettre en avant et tout ça. Et du coup je fais ma petite transition toute trouvée vers Priscilla qui du coup est clairement un film qui reprend, enfin qui questionne tout ce que tu vois déjà un peu dans le biopic d'Elvis quoi. Je sais pas si vous l'avez vu. Priscilla non. Mais en gros, ça revient vraiment au moment où Elvis est parti faire son service militaire et que du coup, il la rencontre en Allemagne, si je dis pas de bêtises, parce que elle y est aussi avec ses parents. Et du coup, c'est toute l'histoire de leur rencontre jusqu'à le moment où ils divorcent. Et d'ailleurs, le moment où ils divorcent, c'est quasi la même scène que dans le film d'Elvis. En gros, elle vient la voir une fois à Vegas et puis elle dit qu'elle va divorcer avec lui et tout ça. Et en fait, le film de Priscilla, il est terrible parce que je ne l'aime pas, alors que c'est exactement ce qu'il est censé te faire ressentir. Donc c'est un bon film, mais je n'arrive pas à... J'ai pas passé un bon moment devant, et c'est normal parce que c'est exactement ce qu'on veut. Je pense que c'est exactement ce que Sofia Coppola voulait que tu ressentes, c'est que t'es mal à l'aise, t'es en colère, tu te fais chier, mais c'est littéralement... En fait, elle la suit, il lui a demandé de la suivre aux États-Unis, elle le suit, mais après il la laisse agressante tout le temps, quoi. Elle fait rien, quoi. Elle fait rien, elle l'attend. Et elle a pas le choix de rien faire. C'est ça. Et du coup, pendant tout le film, tu t'ennuies un peu, mais en fait, tu ressens vraiment du coup ce qui se passe et tout ça. Puis t'as les gros moments où ils sont à deux, d'euphorie, d'amour et tout, en tout cas au début. Du coup, t'es un peu pris dans le truc et tu trouves ça. Voilà. Mais du coup, je sais que c'est un bon film, juste mon expérience de visionnage a été trop. J'ai été un trop bon client en fait. Du coup, voilà. Pas super agréable. Par contre, l'esthétique du film est juste purement folle. C'est vraiment genre splendide quoi. Mais ça, des images, on avait vu. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. T'as le truc du tout peut être une photo quoi. Ouais, oui, exactement. Exactement. Tout peut être une photo et même la musique et tout ça. Enfin, tout est hyper bien. Tout sert bien l'histoire en fait, je trouve. C'est ça qui est cool. Mais voilà. Après, du coup, ça montre toute la facette d'Elvis qui sort avec une mineure. Et en fait, ce qui est terrible dans le film, c'est que tout le monde sait qu'elle est mineure, tout le monde en est conscient, tout le monde... Et en fait, les seuls moments où c'est un peu remis en question, c'est quand il y a d'autres femmes qui sont un peu jalouses et qui questionnent ça. Mais c'est plus en mode de la jalousie que vraiment en mode oh oh. Ouais. Petit warning là, c'est pas normal ce qui se passe. C'est vraiment c'est plus... ça devrait être moi. Oui, voilà, c'est pourquoi elle et pas moi quoi. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi Mais en fait, c'est trop bizarre parce que ça te reconfronte à un truc aussi. Où c'est sûr qu'il y a encore, c'est l'apparition des groupies et tout ça, et ça a été pareil avec les Beatles et tout. Et du coup, tu sais que ça existe, mais du coup, revoir ça remis en scène et c'est hyper confrontant, je trouve. Ouais, et je trouve qu'en plus, au début, tu te dirais presque, putain, ils l'ont fait exprès pour le film. Oui, chiant, enfin, oui. Pas chiant en mode mais genre exagéré, en mode impossible, ça se passait comme ça, alors que clairement, frontalement, ça se passait comme ça. Quoi. Les gens tombaient dans les pommes. Mais après, j'ai regardé la vidéo de Seb sur les Beatles et il explique qu'il y a un truc profondément sexiste à ça aussi et je suis assez d'accord parce que du coup genre le fait d'avoir haï, par exemple le fait d'haïr les fans de Justin Bieber ou d'Elvis ou quoi, ou tu vois d'avoir ce truc un peu c'est des femmes hystériques qui tombent dans les pommes et tout, bah c'est souvent ce qui était mis en avant dans les médias où c'était un imaginaire masculin soit jaloux parce que
les femmes n'étaient pas focus sur eux plus de 3 secondes, soit vraiment le truc où quand t'es un homme, c'est le genre de comportement qui est mis en avant et qui est glamourisé, qui est accepté, alors que quand t'es une femme et que c'est pour autre chose que du sport, t'es vite mis dans une autre case, quoi. Voilà, c'était ma petite analyse qui vient d'abord de Seb Lafrite. C'est mon analyse, mais celle de Seb aussi. C'est notre analyse. On se la partage. Oui, voilà. Mais c'est vrai que, du coup, en parlant de Priscilla, je vais rebondir sur les biopics féminins. Oh là là, mais tous les liens se font si fluidement. Puisque c'est si j'ai fait mon article et si sur efficace. les biopics de femmes. Mais et du coup, j'en profite pour poser la question que je voulais mettre en relance. Est-ce que vous avez un biopic sur une femme qui vous a marqué d'une certaine manière? Je crois que j'ai jamais vu un biopic sur une femme. À part Priscilla. À part Priscilla. Bah ouais. Ah oui, d'ailleurs, je refais un petit éloignement. Elle vient de sortir un livre, Priscilla, elle a été interviewée sur plein de radios francophones. On ne lui pose des questions que sur Elvis. Mais oui, on en a déjà parlé de ça. Elle vient pour la sortie de son livre, on ne lui pose que des questions sur comment il était, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que machin. Terrible. Donc horrible. Genre, à voir, je pense que j'ai même jamais été au bout d'aucune des interviews, tellement genre c'est hyper saoulant, quoi. Tu m'étonnes. Pardon Arwen, je t'ai coupé, mais du coup je trouve que ça prouve d'une certaine manière que c'est plus difficile de sortir un biopic sur une femme qui a entre guillemets impacté son temps que sur un homme, parce que de manière générale les biopics musicaux ce sont des groupes où il n'y a presque pas de femmes dedans. Enfin, il y a beaucoup de groupes de musique où il y a des femmes, mais on n'a pas encore fait de biopic sur eux, par ma connaissance. Donc, j'ai un contre-exemple, mais je l'ai pas vu, donc c'est pas vraiment encore un exemple. Mais il y a le biopic sur Lee Miller qui est sorti il y a pas longtemps, qui était photographe. Ouais. Mais... Après, je dis pas qu'il y en a pas du coup. Puisque, non, mais t'as complètement raison. Que je trouve ça dommage que je sois moins mis en avant, parce que je pense qu'il y aurait de quoi faire. Après, un qui a été beaucoup mis en avant, je trouve, c'est celui d'Amy Winehouse. Oui, c'est vrai, comment ne pas avoir pu... Après, il y a quand même toute la dimension où... voilà. Où c'est une... Pas que c'est une figure controversée, mais... Enfin... C'est déjà quelqu'un de connu dont on a l'habitude de faire des reportages, des documentaires. Pas spécialement pour les bonnes raisons. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs... Perso, j'ai pas hyper kiffé le biopic. Non plus. On avait été le voir ensemble et on était scandalisés. En fait, je sais pas si tu l'as vu. Non, celui-là, je l'ai pas vu. En fait, juste... alors tu te dis, tu vas avoir un biopic sur Amy Winehouse, on va forcément parler de ses problèmes d'addiction, de tout ce qui s'ensuit. C'est presque ce que t'as envie de voir, quoi. C'est terrible, mais en tant que spectateur, c'est la vie que t'as envie de... Après, je trouve aller voir des biopics, c'est un petit peu... C'est un peu ce que c'est un peu une... Pas une curiosité malsaine, mais... C'est un peu du voyeurisme. Ça dépend pour qui. T'as envie de savoir, quoi, tu vois. Oui. Surtout pour les groupes musicaux, enfin pour les musiciens en général. Oui, c'est vrai. Par exemple, Arwen a vu Marie Curie. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment du voyeurisme à regarder le biopic de Marie Curie. Ouais. Non, en fait... Oui, parce que par exemple pour le film sur Marie Curie, donc qui s'appelle Radioactive, il y a l'album de Radio. Non, pas Radio. Oh, j'ai loupé ma vanne. Imagine Dragon. Pardon, je t'ai coupé pour même pas une bonne vanne. Mais je trouve que dans le film, il y a plus cette idée de voir le développement de sa recherche autour de l'uranium, parce que c'est elle qui a découvert avec son mari l'élément uranium. Et que c'est vrai que dans un groupe, c'est plus tourné vers les excès, etc. Parce que j'ai vu donc The Doors il n'y a pas longtemps, où là c'est vraiment juste tourné sur la vie de Jim Morrison, qui est... Alors que déjà le film c'est le nom du groupe, et au final on fait vraiment un focus sur le chanteur. Et on voit tous ces excès, et même j'ai vu des critiques parler du film comme si on diabolisait même un petit peu trop le chanteur pour être dans une dynamique un peu plus exceptionnelle, j'ai envie de dire. Même si de manière générale la retranscription des concerts et tout est quand même assez réaliste de ce que j'ai pu lire, quoi. Mais il y a quand même cette envie de mettre en avant ces excès, autant
sexuel que c'est de ça. drogue. Et... c'est ce que les gens veulent voir, le sexe, drogue and rock'n'roll. Après, je trouve qu'il y a forcément une relation différente quand tu penses à Marie Curie et quand tu penses à Jim Morrison. Ça c'est sûr. En fait, non. Moi, le chemin mental est le même. Parce que t'as le truc du lait. En fait, tu peux beaucoup plus facilement t'identifier au groupe. En plus, c'est de la musique, c'est des trucs, genre, tu vois, parfois, forcément, tout ce qui va toucher au plus scientifique, c'est beaucoup plus touchy. Ouais. Parce que, oui, ça déjà. C'est un gros taf de vulgarisation, quoi. Ouais, il faut savoir le faire comprendre. Il faut que les gens, même si tu fais un bon taf de vulgarisation, les gens vont pas spécialement plus vite se pencher dessus, à part pour vraiment des grosses figures. Mais après, je trouve que ça dépend comment c'est amené, dans le sens où dans le film, on parle pas vraiment de l'aspect technique de la science. Non, c'est purement... Je dis pas le contraire, mais tu oui, vois, oui, justement, ça donne spécialement... moi qui l'ai pas vu, tu dis putain c'est un truc scientifique, si ça se met je vais le lancer et en fait je vais passer ma soirée à comprendre et du coup genre t'es plus vite penché je trouve à regarder un biopic musical que te dire je vais me poser et regarder le biopic sur Marie Curie quoi. Oui c'est vrai, je suis d'accord. Mais après je pense que c'est parce que je voulais être dans cette dynamique de découverte, mais en soi... mais c'est juste pour dire que... c'est ça quoi. Oui, mais de base, je crois que de moi-même, j'y serais pas allée. J'ai envie de dire, parce que on connaît peut-être tous Marie Curie de nom, et justement, ça donne peut-être pas spécialement envie de voir un biopic sur une scientifique de manière générale, parce que, comme tu dis, ça peut paraître plus compliqué pour rentrer dans l'histoire ou peut-être pour comprendre. Mais c'est plus, par exemple, en me penchant sur le biopic de Marie Shelley que j'ai voulu ouvrir à des biopics féminins. Ouais. Là où je trouve que le biopic sur Marie Shelley rentre un peu, entre guillemets, un peu plus dans la case des groupes musicaux, puisqu'elle a eu plein de drames dans sa vie qui lui ont fait écrire Frankenstein. Okay, ouais. Et donc tu as plus cette dynamique où là tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances entre guillemets pour regarder le film, c'est plus voir qu'est-ce qui lui a inspiré son livre et comment elle en est arrivée à créer au final une œuvre qui est toujours aussi présente aujourd'hui. Alors que ça fait plus de 200 ans que ça a été écrit, et en plus il y a 200 ans, les femmes n'écrivaient pas quoi. Enfin, on les empêchait d'écrire. Ça me paraît être une phrase qui résume plutôt bien. Les femmes ne pouvaient pas. 200 ans les femmes. mais oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que le truc un peu de regarder un biopic parce que soit tu vas creuser quelque chose que tu connais déjà et qui t'intéresse, genre Amy Winehouse, Bob Dylan, tous les biopics musicaux, parce que je sais que moi c'est ce que je vais aimer consommer quoi. C'est beaucoup plus, ça a l'air en tout cas moins engageant que de consommer un biopic de quelqu'un que tu connais pas et en plus dans un domaine qui te parle pas spécialement de base quoi. Mais après je trouve que justement ça c'est un des autres aspects intéressants du biopic, c'est que pour moi ça me permet de rentrer plus facilement, enfin de m'intéresser plus facilement à quelque chose auquel je m'intéressais pas de base, parce que par exemple où j'aurais pas eu envie de regarder un documentaire. Mais je me dis le ça biopic remplace le documentaire. Oui, et puis ça remplace entre gros guillemets dans le sens où ça va t'ouvrir une porte, et puis si t'as été intéressé par ce que tu as vu, tu vas aller vérifier avec des articles ou quoi ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et c'est vraiment la démarche que du coup j'ai adoptée quand j'ai regardé les biopics spécialement que ce soit pour le magazine ou le podcast. Cette dynamique de je regarde le film et je vais chercher les infos après de ce qui était réel ou non par rapport à ce qui a été montré. Et du coup, c'était un peu ça qui nous avait choqué avec le biopic d'Amy Winehouse. Oui. Parce qu'en fait, là justement, il n'y a rien qui a été montré. Quoi. Je pense que sur le film, franchement, tu la vois peut-être. En fait, je pense que tu la vois bourrée, peut-être une ou deux fois, et tu la vois une fois boire de l'alcool. En fait, tout est hyper lisse. En fait, je pense que ce biopic-là d'Amy Winehouse, particulièrement parce qu'il y en a eu d'autres, c'est le plus... Oui, on parle du Amy qui est sorti... En 2023-24 Ouais, je pense. C'est le biopic que tu regardes quand t'as 12 ans et que tu veux savoir qui était Amy Winehouse et que tes parents disent « Ok, let's go !» Tu vois. Et que du coup, genre, ça te montre, ça te fait une petite... petit résumé, petite bande-annonce de chaque période de sa vie où tu comprends dans les grandes lignes comment elle en est arrivée là où elle en est arrivée. Mais t'as pas un peu le trash sensationnel hyper dark que tu connais et que t'attends de voir. Oui, et puis même tout l'aspect qui est le plus négatif, c'est-à-dire sa relation... Et ça, on la voit quand même beaucoup de mémoire. On la voit beaucoup,
mais on voit pas beaucoup l'impact qu'elle a eu, je trouve, en fait, tu vois. C'est plutôt ça le truc. Oui, tu dois tout deviner, quoi. C'est ça, quoi. Et tu dis, bah en fait, là, elle est mal, ok, c'est parce que nous, à la base, on connaissait déjà un peu l'histoire d'Amy Winehouse, mais je veux dire, tu rentres dans le film parce que t'as envie de découvrir son histoire, t'as pas tous les éléments, quoi. Non, c'est ça. Mais ça me fait ça me fait penser à l'importance de l'acteur qui va jouer le biopic. Parce que, par exemple, Austin Butler dans Elvis, je le trouve monumental. Genre, tu ne vois à aucun moment tu vois que c'est Austin Butler qui joue. Alors que dans le biopic de Bob Dylan, je ne vois que Timothée Chalamet qui essaye de jouer Bob Dylan. C'est terrible. Et ça, du coup, ça, je pense, c'est un peu une vision personnelle aussi parce que oui, après bien sûr. ça, on a des avis différents sur le biopic de Dylan et enfin qui se rejoignent un peu au final quand on en discute. Mais du coup, tu vois, il y a aussi l'importance de l'acteur. Parce que du coup, c'était pour revenir à Amy, mais à Amy, elle chante bien. L'actrice, j'ai oublié le nom, mais elle chante bien. Mais t'as pas ce truc de la gueule d'Amy Winehouse, quoi. Elle est très lisse, très enfantine, très en bonne santé. Elle a l'air en tout cas. Et du coup, t'as un peu le truc où, personnellement, en tout cas, c'est le genre de choses qui me fait sortir d'un film, quoi. C'est quand je me rends compte que je regarde quelque chose qui doit me faire croire que c'est ça ou ça, alors que c'est pas du tout. Par exemple, c'est parce que je vois la gueule de Sebastian Stan là, mais genre lui, je ne le vois 0 seconde dans The Apprentice. oui, pareil. Ce n'est que Donald Trump. Ce n'est que Donald Trump. Après, là, il y a aussi sur tous les films, il y a aussi tous les effets de. Oui, bien sûr. De make-up, de tout. Mais même dans la. C'est plus au niveau de la gestuelle de manière générale, je trouve. Dans la gestuelle, dans les intentions, oui, dans les ça. trucs. Et c'est ça qui fait même les petites mimiques de bouche et tout ça, je trouve ça c'est vraiment. Mais pardon, du coup, je t'ai coupé sur Bob Dylan, mais vaut mieux que ce soit toi qui commence à parler de Bob Dylan que moi. On va parler dans le négatif, mais si tu veux, genre, parce que je sais que nos opinions ils se rejoignent quand même, parce que si on a un peu de contexte, on a eu des cours de musique à l'école et on a un prof qui nous parlait beaucoup de Bob Dylan. Ouais. Et ça veut dire qu'on a eu déjà tout le background, on connaît son histoire et on sait comment il en est arrivé là. Et même l'histoire de la folk en règle générale. Oui, c'est ça. Et des grandes influences aussi de Bob Dylan. Oui, c'est ça. Ce qui fait qu'on a quand même un background quand on commence. Quand on commence et quand on rentre dans le film. Et ça, on l'a pas vu en même temps. Et moi, quand j'ai regardé le film, j'ai bien aimé. Et en fait, je te laisserai parler, mais toi, t'as été le voir et on a vraiment eu des avis différents. Et au final, toi, tu m'avais expliqué que c'est un peu la même chose, genre tu vas pour découvrir l'histoire de Bob Dylan, tu comprends rien. Oui, non. Enfin, si tu suis pas un minimum et si tu connais pas déjà un minimum les grands noms de la folk, ou en tout cas... En fait, tu comprends le film, oui, mais tu n'as aucune idée de l'importance des gens à qui ils parlent, ou de leur ampleur, ou de leur impact, en fait. Je pense aussi ce qui est compliqué à comprendre, ou en tout cas... à choper, c'est genre vraiment l'importance de la folk en général. De dire que en fait la folk les gens écoutent moins parce que c'est vraiment genre c'est du guitare-voix quoi. Pendant longtemps en tout cas ça a été oui c'est ça la grosse partie. Et c'est au début en tout cas Bob Dylan il voulait rester dans ce guitare-voix avant de... Il a fait oh my god avant de passer au wow. Pour moi ça s'est passé comme ça. Je refuse de croire que ça s'est passé. Il était comme ça. Pour moi, c'est ça. Mais en tout cas, dans la première partie, c'est du guitare-voix, mais c'est juste, c'est pas de la politique, c'est juste, c'est du... La folk, au début, c'était un courant musical qui permettait de faire de la musique un peu journalistique, donc les gens expliquaient ce qu'ils avaient vécu ou ce qu'ils étaient en train de vivre, dans des paroles assez simples, etc. Et c'était juste presque mal chanté et mal joué, mais c'était l'authenticité des paroles et de ce qu'il était en train de raconter qui était valorisé, en tout cas, mis en avant. Et du coup, c'est avec ça que Bob Dylan a commencé, et avec ça qu'il a permis et de se faire connaître et en même temps de pouvoir renouveler son style et tout ça. Et c'est ça qui a fait se connaître auprès des grands noms de la folk aussi quoi. Oui c'est ça. Je veux dire tu vois pas qu'auprès du grand public. Non, complètement. Mais du coup tu vois tout
tout cet historique-là, alors on l'a appris à l'école et je suis très contente et c'était trop cool et ça m'a permis de comprendre le film. Je pense que si je dois mettre une note sur le film, je lui mets 1,5 sur 5 et le 1,5 c'est vraiment le background que j'ai vu en visuel quoi, tu vois, genre toute l'histoire qu'on avait appris qui était ok là je vois et je reconnais tel personnage et je connais l'impact de trucs et tout ça. Mais du coup, je trouvais que si tu n'avais pas eu, en tout cas si tu n'avais pas eu cours ou si tu n'as pas autant de connaissances, je vais dire, le film il te paraît un peu... Tu l'as pas vu toi, ouais? Non. En fait, tout va super vite, on prend pas le temps de t'expliquer vraiment le rôle de chaque personnage, l'impact qu'il a. Alors on va pas faire briser le quatrième mur et dire, voyez lui, c'est grâce à lui qu'il y a... Enfin non, tu vois, mais... Un peu plus de contexte peut-être. Oui, on te montre pas, voilà. Donc déjà, moi j'étais un peu restée sur ma faim sur ça. Juste de la vulgarisation et de l'explication. Et comme tu as dit tantôt aussi, le fait que tu vois que Timothée Chalamet, ça aide pas non plus. Mais tu ça, vois, c'est très personnel. Mais... Moi j'allais dire, moi j'ai pas eu ce problème, du coup forcément j'ai déjà plus kiffé le film, tu vois. Non, moi je trouvais vraiment que dans ce biopic là, particulièrement, on voyait que Timothée Chalamet. En fait, je sais pas si c'est parce qu'il a pas été assez maquillé, je sais pas. Mais j'étais là, ok Tim, qu'est-ce que tu nous veux, tu vois. Et un autre truc aussi qui m'a beaucoup dérangée, en fait aussi comme je m'ennuyais pendant le film, j'ai eu le temps d'analyser ce que j'avais pas en direct du film, donc ça me paraissait long. Mais il y a que 4 décors. Et tous les décors, genre même il y a tout un concert à la fin et tout ça, enfin pas à la fin mais qui revient plusieurs fois. C'est tout le temps quasi le même plan, le plan de son pseudo-appart là, c'est quasi le même, enfin tu n'as que 4 lieux différents dans l'histoire. Et le pseudo-appart, pour sa défense, il était pas très grand. Oui, mais tu vois, genre, il y avait que 2 plans dans l'appartement. Et du coup, je t'avoue, c'est bon, t'as vu sur le lit et quoi, tu vois. C'est un petit appartement à New York, quoi, pour te remettre un peu dans le contexte. Oui, t'as vraiment, genre, t'as une pièce avec le lit, t'as une pièce avec la cuisine, quoi. C'est tout. Voilà. La base. Mais ouais, je sais pas, moi j'ai vraiment pas du tout été convaincue sur ce biopic-là. Après, quand j'en parle autour de moi, les gens ont bien aimé, donc c'est juste, je sais pas, moi il y a eu trop de. Les étoiles n'étaient pas alignées, je pense. Mais. Après, est-ce que, en parlant aux personnes autour de toi, elles connaissaient déjà l'histoire de Bob Dylan ou pas du tout? Non, pas du tout. La personne avec laquelle je suis allée voir le film à ce moment-là, un petit peu, genre l'histoire de la folk et tout ça, mais il a bien aimé le film. Et les autres personnes ne connaissaient pas plus et elles ont bien aimé le film, donc je pense que c'est juste moi qui avais projeté quelque chose que je voulais voir à l'écran et que j'ai juste été frustrée de pas le voir, quoi. Après, je trouve parfois, j'ai pas envie de dire tu peux défendre un biopic parce qu'on n'est pas non plus en train de le cordiam. On n'est pas non plus en train de le pointer du doigt en disant ça c'est de la merde. Ah non, et je comprends pourquoi les gens aiment bien le film. Moi je pense que ça peut relancer sur un autre sujet qui est le truc du parfois t'aimes bien un biopic parce que t'aimes bien la personne alors que fondamentalement il est pas dingue. Ouais. Oui, je suis d'accord. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai en tête, mais je suis d'accord. Enfin, genre un exemple quoi. Mais... J'avoue que comme ça non plus, j'ai pas un truc. Par exemple, genre le biopic de Bohemian Rhapsody, enfin de Queen du coup, j'ai bien aimé, mais je trouve que c'est pas un si bon biopic. Oui, je suis d'accord. Je trouve que le film est cool, mais c'est pas un excellent biopic. En fait, tout est un peu trop genre. Comment? Tu vois, enfin, genre pas. C'est du cinéma quoi. Et alors, c'est normal, tu vas voir un film au cinéma, mais tout est un peu trop romancé, je trouve. Après, par contre. On peut lui défendre la partie de Live Aid. Oui, défendons-lui, évidemment. Parce que ça, c'était juste génial en fait. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'était vraiment génial pour le coup. C'est vrai. Moi, je suis d'accord. Mais en fait, t'as vu quasi aucun biopic musical, Aurélien? Si, Bohemian Rhapsody, je l'ai vu. T'as vu Rocketman? Rocketman, The Doors, du coup. Bob Dylan, ça t'intéresse pas? Non, pas vraiment. Non. Honnêtement, je vois pas beaucoup. Après, si peut-être un moment où je me dirais oui, pourquoi après, pas, mais c'est vrai que de manière générale, les biopics musicaux m'intéressent peu. Ça me régale, c'est trop marrant. Vraiment, je pense que je peux regarder que des biopics musicaux. Mais je trouve que... Moi, je fais partie des deux teams. Je viens équilibrer la balance. C'est vraiment les extrêmes, mais... En essayant de regarder d'autres biopics qui traitent d'autres choses, que ce soit peinture, littérature, etc., ça ouvre plus à la possibilité de connaître des personnalités que tu n'aurais pas connues. Comme ça. Enfin que, voilà, c'est vrai que Bob Dylan, je le connais de nom et avec les cours qu'on a eus, donc j'ai quand même un peu son histoire.
Mais je trouve que, ça n'engage que moi, les biopics musicaux sont toujours dans cette même dynamique. Oui. On retrace pour tout biopic, évidemment, on retrace la carrière d'une personne. Mais il y a toujours cette même dynamique de concert, soit parfois d'excès aussi, de problèmes qu'il y a eu au sein du groupe. Et voilà, en fait, je suis d'accord, d'un autre côté, c'est exactement ce que tu vas chercher. C'est ce que tu vas chercher, et puis tu fais un biopic sur un chanteur ou sur un truc. En général, si tu fais un biopic sur un chanteur, c'est que... il y a forcément eu des excès, ou il y a forcément eu quelque chose ou alors d'intéressant à raconter, une carrière qui est vraiment incroyable. Mais je pense que t'as ce truc en fait, t'as pas le choix, quoi, de montrer tous ces trucs-là. Oui, si tu veux être fidèle à la réalité, oui, tu vois. Oui. Mais genre, je comprends ton point de vue ça fonctionne souvent de la même manière, mais d'un autre côté, genre, tu vois, quand je me fais la réflexion aussi, je me dis, en fait... Après, je suis d'accord qu'ils sont obligés, entre guillemets, de montrer ce qui s'est passé, quoi. Il n'y a pas de... Mais c'est pour ça que... moi, biopic sur un groupe ou quoi, une fois de temps en temps, j'aime bien pour avoir quand même l'histoire, et puis après, Et aussi avoir le temps, de m'y intéresser et de regarder vraiment les vraies infos réelles qui sont passées. Parce que ce que je trouve intéressant aussi avec le biopic, c'est que au moins tu as une imagerie et tu peux te dire c'est vrai que telle scène n'était pas réaliste, mais tu vois quand même visuellement comment les personnages pouvaient fonctionner. Pas les personnages, les personnes, mais pouvaient fonctionner, et ça m'aide à retenir justement les infos, plus que si tu lis un article pour avoir... Puis en plus, c'est encore différent d'un documentaire où genre c'est censé en tout cas représenter un maximum la vie de la personne, du groupe, de ce qu'ils veulent représenter, quoi. Et du coup là tu te plonges vraiment dans l'univers où c'est pas juste des témoignages d'autres gens, où là voilà, c'est ce qui est très bien aussi en soi, c'est juste c'est différent. C'est une dynamique différente. Mais du coup, en tout cas, ça te plonge plus vite dans une histoire qu'un documentaire, quoi. Oui, c'est sûr. Après, t'as toute la dimension des biopics aussi où la personne est décédée ou la personne est encore en vie. Oui, mais oui. Mais ça, parce que je repense à Rocketman, par exemple. Elton John, il était présent, quoi. Tu vois, il était là sur le plateau. Et il est toujours. Et du coup, oui, il était. Mais tu vois, il était là, et t'as tout le truc. Du coup, j'arrive pas à dire si c'est bien ou pas. Moi, je pense que ça dépend de la personnalité. Parce que, par exemple, à quel point... De toute façon, ça amène un biais qui est à prendre en compte, tu vois. C'est sûr. Parce qu'un des points négatifs aussi, par exemple, je repense au biopic d'Amy Winehouse, mais c'est son père qui est coproducteur du film, etc. Alors qu'on sait qu'elle a jamais eu des bonnes relations avec son papa. Donc ça crée aussi un biais qui est trop bizarre, sachant qu'il se met blindé en avant dans le film. Ça crée un truc trop étrange. C'est vrai. Genre c'est grâce à il lui vient blindé en net et tout ça, alors que dans la réalité c'est pas le cas. Tu vois, j'ai l'impression qu'Elvis était quelqu'un de ce qu'on raconte, etc., et de ce qu'on peut voir, qui était quelqu'un de très imbu de lui-même. Je pense que s'il était contemporain de ses biopics, ce serait pas une excellente chose, tu vois. Maintenant, il y aurait beaucoup plus de pubs pour ses films aussi. Oui, tu vois. Mais parce que par exemple, le fait que Priscilla soit encore en vie, je trouve que c'est un énorme atout pour faire un film. Dans pour ce le sens-là, coup, là, je trouve que c'est vraiment génial. Maintenant, Bob Dylan, il était encore en vie. Je sais pas si... Ouais, en c'est fait... trop bizarre. En même temps, en tant qu'artiste, pardon, je te coupe, mais ça doit être trop étrange de dire on fait un film qui parle de ma vie, je suis pas encore mort. Ouais, en fait... Ça doit être trop bizarre. Moi, il y a le truc où... Il y a... quand on parle un peu de... pas de revanche, mais genre dans le sens, t'as un peu envie de dire Priscilla, c'est un peu une revanche à Elvis. Oui, c'est vouloir rétablir sa vérité, quoi. En fait... C'est pas vraiment... Ouais. Là, c'est pas spécialement voulu, mais c'est ce dont je parle dans un de mes articles du magazine. C'est quand tu prends The Dirt, donc le biopic du groupe de heavy metal Motley Crue, et que t'as regardé aussi Pam and Tommy, donc la série qui est sortie
avec Pam, c'est Pamela Anderson, et Tommy, c'est Tommy Lee qui était le batteur du groupe. Par exemple, pour The Dirt, le film, il est basé des mémoires du groupe. Et le groupe, il était là, il a participé à la production et tout ça. Et donc, tu sens que... Enfin, oui, ça a influencé. Tu sens que c'est lissé, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est... Parce que Pam et Tommy, c'est vraiment focus sur Tommy Lee. Mais genre, Tommy Lee, dans The Dirt, c'est un petit enfant qui est hyper content, hyper motivé d'être là. Tu le vois une fois tu le vois une fois taper sa compagne de l'époque. Et après, c'est presque limite s'il est pas... Enfin, ce qui se passe dans le film, c'est presque limite si tu vois pas toute la culpabilité sur son visage et son truc. Alors que tu le vois dans Pam et Tommy, c'est pas du tout le même personnage. Ouais, c'est ça. Et donc c'est ça qui est un peu, mais bizarre aussi. C'est sur Pam et Tommy ou sur le film qu'il était là? Il était là sur aucun des autres. Non, il était là sur le film. Donc dans The Dirt, le groupe, parce que The Dirt, il est basé des mémoires du groupe. Donc vraiment, le groupe ensemble, ils ont fait des mémoires. Okay, et en fait, le biopic a été basé de là. Et en fait, d'un autre côté, c'est mi-compréhensible parce que le ton du film, c'est rock'n'roll. C'est genre, on y va, on est des barjots et on fonce, quoi. Et Pam et Tommy, ça raconte une autre histoire. Pam et Tommy, c'est l'histoire vraiment de la sextape de Pamela Anderson et de Tommy Lee qui a été volée et puis qui a été diffusée. Donc là aussi, c'est une histoire différente techniquement, mais on voit un autre personnage, quoi. Alors, techniquement, oui, c'est un autre aspect du personnage. Mais c'est le jour et la nuit. Moi, personnellement, quand je les ai revus à des intervalles de temps qui étaient proches, ça marque quand même, je trouve. Oui, c'est vrai que le fait que ce soit contemporain... Mais en même temps, le fait que les personnes soient décédées, ça offre une liberté aussi aux personnes qui vont refaire le biopic, qui est parfois... qui pourrait être mal utilisée ou mal intentionnée, quoi. Tu vois. Ouais. Après, par exemple, ici pour Pam et Tommy, Pamela Anderson, elle était pas au courant, quoi. Ah, voilà. Voilà. Elle était pas au courant et elle était pas très contente, donc... Oui, tu vois, c'est ça qui est trop bizarre. C'est vrai que ça doit être très bizarre de découvrir une histoire sur sa vie et de se rendre compte à quel point il y a eu des libertés où... en fait, le truc, c'est que je trouve que pour les droits, comment ça fonctionne? Mais tu sais que ça, je me suis tout le temps posé la question du comment c'est possible de faire un biopic sur une histoire de la vie de quelqu'un et tu lui en parles pas. Mais en tout cas, quand la personne est en vie, parce que décédée, je pense que ça fonctionne comme le reste, quoi. Tu vois, il doit y avoir mais je sais pas s'il y a un truc spécifique ou si c'est juste, si tu veux faire l'histoire de telle personne, vas-y, fonce. Tu vois, ça me paraît très bizarre, pas tant que ça, parce que si tu prends autre les biopics, il y a des histoires de tout dans le cinéma. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais ça me fait penser à une question que j'avais notée plutôt pour la fin, mais je vous la donne quand même maintenant. Si vous deviez être le réal d'un biopic, vous prendriez quelle célébrité? Quelle personne historique ou qui vous ferez un biopic sur qui? C'est une bonne question. Oula, il y a une réponse pas audible de l'autre côté de la table. Je vous la dirai en ouais, j'ai cru deviner. Moi, je peux deviner. Attends, il faut que je réfléchisse. Moi aussi. Mais je suis sûre qu'il y a... En fait, j'ai envie de prendre un artiste que j'adore. Enfin, un artiste, je veux dire une personnalité que j'adore. J'ai envie d'aller dans des trucs complètement what the fuck. Je pose la question, j'ai pas spécialement la réponse non plus. Mais je trouve que ça peut être... c'est trop bien de se poser la question. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir un biopic sur Supertramp. Ah oui. Parce que j'adore la musique, mais en fait, ça c'est vraiment parce que je me renseigne pas spécialement sur le groupe. Genre, j'ai pas plus d'infos sur le groupe, mais je sais que j'adore la musique. Ça me peut penser, j'en ferais bien sur Radiohead, mais c'est des gens qui sont tellement... c'est un groupe qui est tellement déjà discret. Oui. C'est pas eux qui vont faire un biopic, quoi. Déjà, d'eux-mêmes, je suis pas certaine qu'ils accepteraient de faire un biopic. En tout cas, de leur vivant, quoi. Mais qu'un biopic soit fait sur eux. Mais en même temps, je trouve que c'est un groupe qui est tellement intéressant et qui justement passe un peu à côté de ce truc-là, sexe, drogue et de rock'n'roll. Alors, si, mais différemment. Et qui ont toujours joué sur le truc d'être très discret, de détester les interviews et tout. Et qui ont des processus de création, à mon sens, purement zinzin. Qui, du coup, je pense que ça pourrait être trop intéressant. Mais je sais pas. C'est parce que t'as des Supertramp, ça m'a pensé à Radiohead, mais je crois pas que ce soit ma réponse définitive. Après, moi je suis quand même contente qu'il y en ait un qui sorte sur Michael Jackson.
Moi je suis hyper sceptique. Ah oui, non, je suis très sceptique, mais je suis quand même contente qu'il y en ait un qui sorte. J'ai hâte de le voir. En fait, ouais, pareil, mais je sais pas comment ça va être traité en fait. Parce que je reviens sur The Apprentice, qui est du coup le biopic sur... le biopic sur Donald Trump. Alors, le film a ses défauts et ses qualités, mais je trouve qu'un de ses défauts principaux, c'est quand même qu'il sort en pleine campagne de Donald Trump, et que le film est quand même... Alors oui, il dénonce ce qu'il a dénoncé, et voilà, il dresse un portrait de Donald Trump, mais je trouve que le film est pas du tout assez couillu, et pas du tout assez trash sur certains trucs. Alors parfois il est trop sur certains trucs et pas trop sur d'autres, mais je trouve que le fait qu'il soit sorti en pleine campagne aurait dû amener une prise de position plus importante. Ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup, là, alors, je pense plus que les procès de Michael Jackson soient autant encore actifs, mais c'est quand même pas si loin. Du coup, je suis hyper curieuse de savoir quel angle a été pris, si ça va être montré, pas montré, si l'angle c'est de décider qu'on parle que de la partie musicale et de sa carrière, ou je sais pas, je me questionne beaucoup sur comment ça va être utilisé, comment la promotion va se faire et tout ça. Surtout que n'oublions pas, c'est son neveu qui joue Michael Jackson. Ouais, voilà. Tirez vos propres conclusions maintenant. Après, peut-être que ça n'induira pas le faire. Tu vois, s'il décide de faire un truc qui vraiment montre. Oui, bien sûr. Mais en fait, je pense que si on parlait pas de la partie juridique, je pense que ça me frustrerait. Mais si on en parle, il faut que ce soit bien fait, quoi. C'est vrai que c'est dur à ouvrir, c'est vraiment. Mais c'est vrai que dès que ça touche au juridique, c'est un peu compliqué. Au juridique ou au politique, parce que... Oui, c'est ça, de manière générale, parce que de toute façon, tu véhicules... Enfin, dans tous les cas, tu véhicules des idées politiques. Ou tu n'en véhicules pas, et donc c'est une prise de parti. C'est une prise de position qui est à considérer, quoi. Mais je reviens... Rien à voir, mon cerveau a pop sur un autre truc, mais tu parlais du fait que les biopics permettaient de capturer une période en particulier. Genre ça te permettait de comprendre un moment ou quoi de l'histoire. Et ça, par exemple, je l'ai eu avec le biopic Amadeus, quoi, donc qui parle de l'histoire de Mozart, mais c'est l'histoire... j'en parle dans mon article, donc juste aller lire au magazine, mais c'est l'histoire de Mozart, mais pris par un autre personnage. Et si je peux me permettre, parce que avant de voir parce que je l'avais vu en secondaire, et oui, le cours de français. C'est pas... Pardon, ouais, mais je veux ton adolescence. Et j'avoue que quand on te dit biopic sur Mozart, t'es un peu en mode... Ouais, je comprends. Pas sûr d'avoir super envie, et pourtant le film est vraiment génial et te donne tous les aspects où tu te serais pas dit au premier abord je vais aller voir un biopic sur Mozart. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, le biopic, la première fois que je l'ai vu, je trouvais que c'était un bon film, mais j'étais pas transcendée. Et j'étais pas transcendée, et plus j'y ai repensé, plus j'ai taffé pour l'article, etc., plus j'étais en mode oh, ok, c'est magistral. Et là, par exemple, je trouve que c'est quelque chose qui, en tout cas, alors j'ai pas vécu à la même période, mais qui capture assez bien l'essence d'une période, tu vois. Genre les costumes, ou même le fait que... Surprise. Le fait que ce soit un peu crade, que les gens avaient faim, et que tu vois, genre, ce truc un peu... Voilà. Et je trouve que c'est bien utilisé, c'est bien montré même dans les costumes et tout ça. Et après, bon, pour les biens du magazine, j'ai regardé Chevalier, qui du coup est un film qui parle... On sent la torture. J'ai oublié son nom, mais ce sera mis quelque part au montage, mais qui du coup parle... On mettra sa photo aussi. Il y aura sa photo, le réel, la description. Fiche technique entière. Elle sera là. On vous diffuse le film. Le film et mes vidéos de rédaction pendant que je regarde le film. Mais du coup, là par exemple, tu vois que c'est un film beaucoup plus récent où les Bridgerton et tout sont déjà sortis. Et donc il y a super fort cet impact de... Tout doit être joli, tout doit être beau, les costumes... Et du coup, c'est moins... Je trouve que c'est beaucoup trop lisse, c'est beaucoup trop... Pas assez réaliste, quoi. Et du coup, tu vois plus
une période idéalisée, genre ah les gens devaient tous se sentir bons et être si bien habillés, alors qu'on sait que c'est pas le cas. Et du coup, bon, c'est un des défauts du film Chevalier, mais à mon sens. Mais je ne voudrais pas m'attirer les foudres d'une communauté. Mais là, par exemple, le film est super bien, si je peux trouver du positif, c'est que du coup, ça parle d'un violoniste qui a été complètement... allez, comment dire, oublié, invisibilisé de l'histoire parce qu'il était noir, et qu'en fait toute sa musique et son histoire, quand Napoléon est revenu au pouvoir, bah il a dit non, c'est non. Et du coup genre c'est quelqu'un qui a été complètement invisibilisé, et c'est censé, dans le film il croise Mozart, etc., donc c'est censé raconter de la même période, alors pas au même endroit, il y en a un à Paris, il y en a un en France et un en Autriche, mais quand même, tu vois, t'as quand même tu le peux quand même truc comparer la vision, en tout cas, c'est ça. de l'époque. Mais du coup, je suis d'accord avec l'idée que les biopics sont trop cool pour ça, parce que ça te permet de capturer vraiment une période, et ça a été le cas par exemple pour beaucoup des clips de Elvis Presley qui ont été refaits quasi à l'identique, ou ses prestations TV, etc., qui ont été refaits quasi à l'identique dans le biopic, donc c'est trop bien parce que ça te permet vraiment de prendre une photo d'une période. Mais il faut faire attention avec ça, quoi, parce que parfois, pas certaine que l'équipe, que ça a été plus réfléchi que ça, je veux dire. Et c'est dommage. Parce que du coup, tout quand même ce truc-là, cet imaginaire-là à des gens qui auront vu que Chevalier ou les Chroniques de Bridgerton, et qui diront oh, trop fun. Moi, pour revenir un peu sur, du coup, on parle quand même du fait de romantiser un peu. Voilà, tu vas vers ce coup. Je me lance. Je sais pas pourquoi maintenant romantiser sonne avec ça, alors que c'est pas du tout. Là, les gens savent pas du tout. Les gens savent pas, mais... Sauf si vous avez lu le magazine. Oui, c'est vrai. Vous êtes vraiment... Et ben vous devriez, si vous l'avez pas fait. Ok. Il est très chouette. Oui. On n'est pas objectif, mais c'est top. Je prêche pour ma paroisse, mais il est très chouette. C'est top. On peut parler des magnifiques séries qui sont sorties. Enfin, la magnifique série qui est sortie qui s'appelle Monster. Feu d'artifice à l'écran. Et qui retrace en fait. Donc, pour l'instant, il y a 3 saisons. Il y en a plusieurs qui sont annoncées encore après. Qui retrace pour l'instant. Du coup, la première saison c'était l'histoire de Jeffrey Dahmer. La deuxième, l'histoire des frères Menendez. Et la troisième, celle de Ed Gein. Je pense qu'on va pas. On va pas non plus s'attarder sur ce qu'ils ont fait et qui sont ces personnes. Si mais ce ne sont pas des très bonnes personnes. Pas des gens top, quoi. Si vous voulez le faire, Google c'est gratuit. C'est gratuit, mais il y a des trigger warnings. Il y a des trigger warnings. On parle pour Jeffrey Dahmer de cannibalisme. Pour les entre autres. Mais. La plus grosse, ce pourquoi c'est terrible de le dire comme ça, c'est pourquoi j'ai choisi dans mon équipe. C'est pourquoi il est le plus connu. On parle des frères Menendez qui ont tué leurs parents, mais ça on parle beaucoup de leur procès aussi. Et alors Ed Gein, ça je sais même pas comment décrire. Nécrophile, voilà. Voilà, alors il y a de la nécrophilie et il y a aussi le fait je de... suis même pas certaine que YouTube nous laisse placer tous ces mots. Non, voilà. Je vous le dis, je vais pas accusé de bip, mais également de bip, sans oublier de bip. Donc voilà, Ed Gein, il y avait de la nécrophilie, de la folie aussi, mais aussi... disons qu'il aimait bien utiliser la peau de ses victimes. Il y a eu du recyclage. Il y avait... Pour des petits meubles, Il faut dramatiser à un moment donné. Il faut dramatiser parce que voilà. Mais en fait c'est ça qui... Enfin, pour revenir sur le sujet de romantiser, parce que c'était ça à la base. C'est pas drôle. C'est que cette série-là est extrêmement romantisée. Ouais. Parce que moi je les ai pas lus. Particulièrement la troisième. Enfin, je veux dire, Dahmer a été très romantisé. Enfin, oui, dans tous les cas, Dahmer a été très romantisé au point où on envoie des edits sur TikTok. Oui, c'est vrai des extraits de son passé, mais des trucs et tout ça. Mais est-ce que c'est... Est-ce que je veux dire, les edits, c'était des edits de la série, donc de l'acteur qui jouait Dahmer? Ouais, de Evan Peters. Parce qu'il y a des... Non, mais toi, t'aurais fait ça en mode où on va rechercher des ouais, mais après... ou quoi. Alors, ça ne retire rien, que c'est très étrange, mais... Oui, non, mais ce qui... Prends ton pot de connard,
ce qui... Enfin, c'est terrible et je sais pas comment apporter les trucs, mais ce qui l'aimait Dahmer, c'était vraiment genre... plus du cannibalisme et de manger ces trucs, c'est que avant tu sentais qu'il y avait un réel plaisir à les posséder, quoi, tu vois, les avoir en main et physiquement avoir une partie d'un corps humain avec lui, quoi. Et donc forcément ça a été représenté dans la série, mais il y a des gens qui ont repris des extraits juste de gros plans de sa tête quand il est en train de chipoter avec Gabriel, qui est placé entre deux plans de lui qui soulèvent à la muscu, quoi, tu vois. Avec vraiment les edits TikTok avec le petit cadre rose à paillettes autour, ça, tu vois. Et qui se dit, bon, samedi après-midi de fou, malade. Et moi, franchement, c'est cette série-là qui me fait un peu... Alors, j'aime toujours autant regarder les biopics, mais du coup, qui me fait un peu changer ma vision sur les biopics quand même, dans le sens où, au fond, c'est parce que là, on parle de serial killer et que du coup, je suis... ou de tueurs en série ou de personnes qui ont commis des crimes. Mais du coup, genre... Tu regardes ça et tu dis pourquoi en fait, ça dépasse le fait de regarder un documentaire en fait. Enfin, je veux dire, ça c'est vraiment des sujets qui sont tellement... Et puis ça remet sur le devant de la scène des gens des qui histoires, devraient oui. pas. Parce alors que... je me demande mais... la vraie question, c'est avant qu'il y ait la série sur Dahmer et Jane et tout ça, est-ce que vous connaissiez ce que ces deux personnalités avaient fait? Les frères Menendez et Dahmer, oui. Ouais, pareil. Parce que moi, Edwin Dahmer, je connaissais que de nom. Les frères Menendez, je connaissais pas du tout même. Du coup, je trouve qu'il y a cette dynamique de... On va remettre en avant des choses horribles qui se sont passées. Et je dis pas qu'il faut oublier, évidemment que non, mais pour moi, ça, c'est beaucoup plus... pardon, mais c'est aussi dans un documentaire que dans une sorte de biopic où d'office, tu vas romantiser et trouver des manières d'amener l'histoire. Enfin, je sais pas. J'ouvre une autre faille, mais pour moi c'est aussi touchy que les films qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, du coup. Genre on en a déjà eu 150 000, on a déjà plein de documentaires. Est-ce que... Parce que je trouve que les films sur la Seconde Guerre mondiale, on va plutôt... Oui, alors soit parler des trucs très... T'es souvent du côté des victimes, ou en tout cas un truc qui dénonce ou qui veut expliquer. Voilà, c'est ça, et qui du coup ça annule mon premier argument. Et du coup va vraiment revenir sur le fait que ok, genre là vraiment, il y a pas tu vois, il y a pas de sentiment de faim, de vengeance qui... moi je il n'y a pas vraiment le sentiment d'être du côté de la victime. Enfin, c'est vraiment... D'ailleurs, les familles des victimes pour Dahmer, elles n'ont jamais été... Pour aucune des séries. Pour aucune des trois? Pour aucune des trois. Après, pour les frères Menendez, c'est eux-mêmes la famille des victimes. Ouais, mais en fait, ça les a remis sur le plan... En fait, ils ont eu un procès avec... Ouais, c'est ça. En fait, il y a un certain background au fait que les frères... Et ça a jamais été... ça a jamais été vraiment prouvé, en fait. Mais les frères ont tué leurs parents parce que en partie le père... En fait, j'ai pas envie de parler au conditionnel parce que je sais pas où je me situe par rapport à l'affaire parce que ça a jamais été prouvé, mais les frères auraient été agressés sexuellement et le père aurait été violent de plusieurs manières, autant psychologique que physique avec les enfants, et la mère était au courant et ne faisait rien. Et la mère était aussi violente, en tout cas psychologiquement était très violente aussi. Avec eux? Avec eux. Et en fait, ce qui serait la raison pourquoi ils ont dit stop et que voilà quoi. Et c'est remonté puisque maintenant il y a une nouvelle vague de gens qui connaissaient pas l'histoire, qui ont commencé à les croire. Enfin, je dis pas que c'est une mauvaise chose, ça, voilà, tu te situes sur l'affaire, sur le truc, mais qui a comme... Ce qui fait que... vu différemment. C'est ça quoi. Ce qui fait que maintenant il y a beaucoup de gens, en tout cas sur les réseaux sociaux, ou de gens de notre génération qui ont regardé la série, qui se disent libérez-les en fait. Et ils ont jamais été jugés? Ils ont été jugés coupables. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils sont emprisonnés. c'est qu'il y a eu... Et l'explication de la série, c'est qu'ils sont passés après l'affaire O.J. Simpson, qui lui n'a pas été... Alors que lui, c'était clair. Si on parle là-dessus, Ryan Murphy, puisqu'il a produit il produit la série Monster, il a fait une série qui s'appelle American Crime Story, donc j'en parle aussi dans l'article. Tout est lié, Et en fait, la première saison raconte justement le procès d'O.J. Simpson, et en fait, alors il a fait toutes ces séries-là, et il a fait Glee à côté. On a deux facettes, il a deux facettes, c'est ok. Et il a fait American Horror Story aussi.
Ah oui, ok. Il a quand même plus une facette prédominante que l'autre. Il y en a une. Bah, quoique maintenant il sort des séries avec Kim Kardashian, donc c'est pas. Mais bon. Ou qui raconte justement toute l'histoire du procès d'O.J. Simpson, où tu vois, en fait, dans American. Ouais, t'avais raison. C'est dur. En fait, dans American Crime Story, donc c'est pas basé seulement sur l'histoire centrale, c'est basé aussi sur l'impact que ça a eu dans la société. Ok. Donc en fait, on voit tous les impacts que. Parce que le procès d'O.J. Simpson, voilà quoi, il a été beaucoup. Il a été beaucoup médiatisé et les avocats en fait ils le disent comme ça dans la série, donc je vais le dire comme ça aussi, mais à dire comme ça paraît affreux, ont joué sur la carte du racisme en fait. Ok. Et en fait ils se sont dit juste. Si jamais, peut-être pour ceux qui connaissent pas l'affaire d'O.J. Simpson, il a tué Google sa est femme. toujours gratuit. En fait il a tué son ex-femme et le compagnon de son ex-femme. Il a été accusé de. Mais il a été jugé non coupable. C'est vrai que là j'ai mis clairement. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a. Ça refait le procès, oui. Après, il y avait quand même techniquement beaucoup de preuves qui. Et en fait c'est ça le problème. C'est que. Il y a eu tellement d'éléments qui prouvaient qu'il était coupable. Il y a toutes les timelines, tous les trucs, tous les véhicules utilisés. Tout montrait qu'il était coupable. Mais en fait, sa défense, quoi. Je sais pas. J'ai pas les termes juridiques, mais les avocats et on va dire la team derrière. La team derrière O.J. Simpson, en fait. Je suis désolée, mais en tant qu'avocat, c'est grotesque, quoi. Vraiment. Et t'as vraiment toute cette dimension-là où, en fait, en plus de ça, le policier qui était sur place pendant l'affaire, qui a découvert les corps et tout ça, pas qui a découvert, mais qui était là pour la découverte des corps et tout ça, en fait, c'était un fasciste, nazi. Donc, ils ont joué là-dessus aussi, et en fait, ils ont forcé à ce que ce policier vienne témoigner parce qu'il n'avait pas le choix, puisque c'est lui qui a découvert les corps et qui a genre. Ils ont vraiment joué là-dessus. Et donc, ça vient pareil, ça revient dans tous ces trucs en fait, ils ont médiatisé ça à balle. Et ça fait que l'opinion publique a totalement changé, quoi. Il y avait deux clans, et quand tu voyais même les avocats des deux parties, ils étaient contents quand il y avait une personne noire qui entrait dans le jury, et à l'inverse, les autres étaient contents de se dire en fait il y a un blanc qui entre dans le jury, quoi. Okay, surtout femme, puisque ex-femme, ça veut dire que compassion. Ok. Mais du coup, pour refaire le lien avec les séries de Ryan Murphy, t'as toute cette utilisation, comme Arwan disait, avant que les séries sortent, ils étaient peut-être méconnus et tout ça, ou en tout cas moins mis sur le devant de la scène. Il y avait des documentaires, mais du coup c'était vraiment à but. Oui, c'est ça, parce que du coup, moi pendant longtemps j'ai consommé du true crime, mais je l'ai jamais consommé autant dans la fiction en fait. Je regardais énormément de documentaires, et le seul truc un peu fiction, pas un peu fiction, complètement fiction que j'avais regardé, c'était le film sur Ted Bundy avec Zac Efron, et je l'avais pas aimé parce que c'est bizarre, c'est un sentiment bizarre la première fois que je trouve que tu regardes un truc comme ça. Hyper étrange, et en plus comme je connaissais l'histoire de documentaires, de choses ou l'autre qui passent à la télé ou quoi, ou de recherche personnelle, d'office quand tu regardes le film, c'est une sensation étrange, et en plus c'est pas du tout raconté de la même manière, donc tu perds un peu ce truc d'explication, de vulgarisation, on t'explique pour pas oublier, pour rendre hommage, voilà, ou pour t'expliquer qu'en fait on n'a jamais résolu l'histoire pour certains ou quoi. Et en fait quand Dahmer est sorti, moi je suis hyper sensible au niveau, c'est pour ça aussi que le documentaire fonctionne bien sur moi, c'est que du coup tout ce qui est trop violent où il y a beaucoup trop de vision du sang, etc., moi je peux pas du tout. Genre ça, Monster, tu saurais pas regarder. Mais non, c'est pour ça. C'est donc terrible. Quand Dahmer est sorti, j'étais en mode ok. Et puis j'ai commencé à avoir des edits sur TikTok, et j'étais en mode ok. L'ambiance me paraissait bizarre, et puis je sais plus si c'est avec toi qu'on en avait parlé, mais parce que
Je sais qu'en tout cas, j'en avais parlé à 2-3 personnes en mode quid de la série Dahmer, tu vois. Et tout le monde est en mode non. Vraiment, te lance pas dedans. Du coup, j'ai jamais commencé Dahmer, donc j'ai pas continué avec les frères Menendez et donc évidemment pas du tout avec la dernière non plus. Mais du coup, moi j'ai un peu ce truc là où en fait le true crime j'en consommais pendant longtemps, mais je l'ai jamais consommé sous cette forme fictionnelle, romantisée. En fait, ce que je trouve terrible surtout, et on parle de Monster parce que c'est la série qui a vraiment fait monter ça, mais je trouve que ce qui a été fait et ce qui moi j'ai trouvé ça complètement lunaire que ce soit accepté, c'est que à la limite la dernière saison elle fait du fanservice. Ok. En fait elle fait du fanservice parce que déjà de Aretha Franklin s'en casse carrément. Mais j'étais là, ouais, c'est pas loin. Il n'y a pas de lien avec la série Aretha Franklin, il n'y en a pas. Mais en fait, j'essaie de trouver comment bien amener le truc. Mais déjà, de 1, on voit d'autres serial killers dans la série. Ça, en fait, le truc, c'est que Ed Gein, il a aussi été connu, entre guillemets, comme exemple pour d'autres tueurs en série, en fait. Ah, c'est l'idole d'autres tueurs en série ? Ouais, c'est ça. Ah, ça, non. Et en fait, ils ont beaucoup joué là-dessus, c'est-à-dire que tu vois des trucs de Ted Bundy. Je sais qu'il y a aussi John Wayne Gacy, il y a un type qui lui envoie des lettres et tout, je ne saurais plus retomber sur le nom comme ça, mais... Et en fait, c'est même pas juste tu vois des scènes, tu vois juste t'as des scènes de crime qui sont rajoutées, qui deviennent comme ça à l'écran et qui ont pas de lien avec l'histoire, puisque il a vraiment inspiré des gens, tu vois, pour dire de... Ouais, malheureusement, ouais, c'est ça. Mais t'as juste des scènes de meurtre pour comprendre qui est le tueur en série, et puis après, basta, tu vois. Et tu dis, bon... Mais en fait, c'est pour te faire reconnaître qui est le gars. Comme ça, s'ils refont une série... parce que il y a une 4ème saison qui est annoncée, mais... Enfin, voilà, c'était... Et c'est quoi les avis des gens là-dessus ? J'ai pas vu beaucoup d'avis là-dessus. T'en penses quoi, toi ? En fait, moi, moi, j'ai vu 2-3 personnes qui ont moins aimé la 3ème saison, parce qu'elle partait dans tous les sens, parce qu'il y a, je trouve, encore plus une romantisation que dans Dahmer, ou dans le sens où là on crée vraiment une sorte d'histoire d'amour avec le tueur en série qui n'a potentiellement jamais existé. Attends, il a une relation amoureuse dans la série, c'est ça que tu dis ? Ouais. Oui, pour l'attendrir un peu. Oui, c'est ça. Plus, et c'est vrai que j'avais vu une critique d'une personne qui disait ils ont mis en avant une relation consentie avec l'une de ses victimes, ce qui n'est techniquement pas le cas. Jamais arrivé. Et donc ça aussi, je trouve que ça crée un malaise, parce que tu as le truc du qu'est-ce que vous essayez de faire en créant ça, essayer de humaniser le personnage, mais c'est pas... Est-ce que c'est vraiment le but d'humaniser un tueur en série ? Je sais pas trop. Donc je suis mitigée sur tu parles en plus de victimes et tout ça, je veux dire, ils en viennent presque à nous mettre dans la tête du... Alors, c'est le but de nous mettre un peu dans la tête du personnage, de comprendre ce qui se passe dans sa tête à tel et tel moment. Mais je veux dire, il y a une scène pure et dure de nécrophilie. Où limite ça te fait un peu excuser le personnage, quoi. Ah oui, t'as de l'empathie. Ah, il pense comme ça, alors ok, tu vois. C'est ça, c'est ce qu'ils essayent. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti beaucoup plus avec la 3ème saison. Oh, ça, je suis d'accord. Là où, par exemple, la première, moi, ça m'a dégoûté de A à Z, et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ouais. Là où la 3ème, tu sens qu'il y a, et c'est ça qui te met dans un malaise un peu bizarre, qu'ils essayent d'humaniser la personne en mettant des éléments parfois qui n'ont juste jamais existé, ou en tout cas qui sont pas... Ouais, et puis t'entends des audios de la vraie voix d'Ed Gein, il a pas du tout la voix... Je sais pas si t'as entendu des passages ou pas. En gros, dans la série, il a une voix très enfantine, très aiguë, t'entends des audios, c'est pas autant le cas, tu vois, c'est... Alors oui, faut pas oublier que après tout, ça reste quand même du cinéma, malgré tout. Ouais, mais voilà. Et il y avait un autre gros truc qui m'avait dérangé dans le fait de faire du fanservice. C'est que, vous voyez la série Mindhunter ?
Ouais. Et ben en Très bonne fait, série d'ailleurs. donc c'est une série qui reprend, surtout avec des serial killers et tout aussi. C'est la création du FBI. Ouais, c'est ça. T'as pas du... Je sais plus si c'est du FBI, mais c'est la création d'aller à la recherche des tueurs en série et de les comprendre et de récupérer leur... Et en fait, il y a 3 acteurs de la série qui sont revenus. Ah oui, ok. Donc c'est une série net. Donc autant, je sais pas si Mindhunter c'est une série Netflix ou pas, mais Monster oui, ça veut dire que tu fais revenir des acteurs d'une série de Mindhunter. Et en fait, moi ça par exemple, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux. J'ai beaucoup du trop bien, ils ont fait revenir des acteurs de Mindhunter et tout ça. Oui, parce que la série a jamais été terminée. Oui, du coup, il y a un peu cette frustration là où les gens voulaient. Mais du coup, tu fais du fan service. Ouais. Dans ce genre de série. Et là, mais alors là, je suis obligée quand même de parler de la fin, donc si vous voulez pas écouter, n'écoutez pas. Je mets Tycoon. Mais la scène de fin, pour moi, elle est totalement scandaleuse. Ah oui, ou genre, en fait, quand il meurt... Potentiellement, il meurt. Bah, tu vois, il n'y a pas de spoil dans une histoire vraie pour moi, mais la scène de fin est terrible, parce que, donc comme on a vu plusieurs autres tueurs en série, tu les vois réapparaître dans sa vision, lui en fait, il rejoint un peu l'au-delà. C'est une fiesta dans l'hôtel psychiatrique. No joke, c'est une fiesta dans l'hôtel psychiatrique, t'as tout le monde qui va lui serrer la main en mode t'es mon idole, t'es mon truc, ça se termine sur une musique upbeat et tout. Il monte des escaliers vers Lumière Blanche pour rejoindre sa maman, parce que on va dire que le début de ses problèmes c'est le fait il a une relation de merde avec sa mère. Ouais. Classique, pardon. Pas classique tueur en série. Et ça se termine là-dessus. Ah oui, ok. Fiesta avec la mère qui est un peu en mode je suis fière de toi, tu t'es fait connaître de tueurs en série quoi. Qui lui voit. Ouais, ok. Et j'ai terminé ça et j'ai trouvé ça mais d'un scandaleux. Je trouve ça un peu mineur, ouais. En fait, je trouve ça trop étrange parce que l'idée de faire des séries et tout ça sur des tueurs en série où moi elle me questionne, mais encore une fois voilà, si c'est bien fait et je suis curieuse. Mais de nouveau ce truc où tu replaces jamais la victime, il n'y a jamais de... En fait l'empathie elle est pas tournée sur le bon personnage, c'est de nouveau invisibiliser des histoires, invisibiliser de la violence, qui ont dû traumatiser non seulement les personnes qui l'ont vécu, mais aussi tout un entourage, etc. Surtout que c'est des histoires qui sont vieilles, mais pas si vieilles non plus, donc il y a encore de l'entourage pour qui c'est très frais, et ça je sais que ça avait fait beaucoup polémique pour Dahmer par exemple, mais c'est vrai que... Tu as raison. Oui, et complètement à raison, mais du coup c'est de nouveau un truc, et aussi j'ai un peu du mal avec, comme tu disais, genre ça te permet de comprendre et d'avoir de l'empathie, etc. Alors, pendant longtemps j'avais le discours du je comprends pas, enfin je veux pas comprendre, mais ça permet d'avoir un contexte, etc. et tout ça, mais en fait on s'en fiche un peu aussi de savoir pourquoi il a fait ça. Enfin c'est pas censé être l'info sur lequel on doit se focus, mais plutôt les victimes, ou comment ça a été géré, ou tu vois, plutôt ce truc là que ben oui, alors voilà, ok, c'était quelqu'un qui allait pas bien et les conséquences ont été ceci, mais est-ce qu'on a besoin de passer autant de temps pour comprendre pourquoi il allait pas bien, quoi? Genre, est-ce qu'on a besoin de comprendre? Je sais pas, en fait c'est ça. Waouh! Oh, on va débunker sur quelque chose d'autre là. Mais moi je pense que comprendre ça peut être intéressant pour avoir les signes avant-coureurs, parce que par exemple pour Dahmer, tu te rends compte la chose horrible, c'est que il aurait pu être arrêté après son premier meurtre. Mais oui, mais alors tu vois, la série aurait pu prendre un autre angle. Oui, c'est ça, et ça je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je trouve que les documentaires s'y prennent plus, parce que là, on va aller t'expliquer pourquoi il en est arrivé à là, mais on va pas te montrer les meurtres, parce que ça n'a pas d'intérêt, et on va pas aller essayer d'humaniser le personnage, juste dire, bah voilà, tu rentres dans des faits. Oui, je suis d'accord. Et là, je trouve que ça met plus en avant... Enfin, en tout cas, un documentaire dans cette optique-là, mais plus en avant les victimes et ce qui n'a pas fonctionné dans la société et ce qu'il faut faire attention pour ce qui dénonce un peu, on est voilà, c'est ça. Il faut plus que ça arrive, ce genre de choses, quoi. Qu'une série pareille, bah, t'as vraiment l'idée de romantiser et de mettre des aspects beaucoup plus violents sur le visuel des meurtres,
Oui. Et sur oui, tu fais du le sensationnel visuel un peu, quoi. du passé du tueur, quoi. Donc, Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je suis assez d'accord aussi. Sur ce beau sujet, qui est une relance. Après, oui, moi je propose qu'on passe à soit ta littérature, soit ta musique. Sauf si vous avez encore des biopics films dont vous voulez parler. Non, je vous en prie, moi je suis, j'ai pas un ordre. Je sais pas, parce que je vois Ozzy depuis tantôt sur le truc d'Arwen. Je peux commencer par Ozzy. Parce que... Arwen, à chaque fois je suis sous le bus. C'est toi qui demandais tantôt justement un biopic sur une personnalité. Oui. Tu ferais sur Ozzy? Bah... T'aurais des choses à faire en tout cas. Ah, il y aurait des choses. T'aurais des choses à faire, il y a des choses à dire. Bon, après, c'est vrai qu'il est toujours aussi dans ce cliché du groupe qui consomme et tout de manière... Ah bah là, pour le coup, en termes de consommation, je pense que... Mais, je crois que c'est lui qui a mystifié l'idée du chanteur diabeuré. Mais... non, le chanteur c'est Daniel Balavoine. Oui, c'est lui. Bah, tu le reconnais pas? Je trouve que le style... Mais oui, enfin, donc j'ai lu sa biographie moi aussi, et j'en parle aussi dans le magazine. Et en fait, c'est fou. La biographie fait presque 500 pages. Je l'ai lu en 3 jours. À quel point c'est juste... C'est lunaire tout ce qui se passe. Oui, t'as envie d'en savoir plus. Et même à des moments, tu te dis, mais c'est un sketch, c'est limite écrit pour le cinéma, quoi. Des choses qui arrivent où tu te dis, ben non, ça n'arrive qu'au cinéma. Et non, ça lui est vraiment arrivé. Donc... On va pas vous mentir, on a eu un petit problème technique et du coup on sait plus où c'est à cuter. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez un changement d'image. Donc bonjour à tous, on a surestimé les batteries de la caméra. Mais nous voilà. Du coup, dans les grandes lignes, après je me rappelle qu'on parlait d'Ozzy. Mais je te laisse, comme d'hab, je te jette sous le bus et je te laisse te brouiller. Non, mais il n'y a pas de souci avec ça. Du coup, il se devrait répéter de toute façon que travail. Oui, je capterai. La magie du montage. Oui, du coup, ce que je disais, c'est que j'avais lu en quelques jours son autobiographie qui fait 500 pages. Ça, et fou, alors que je suis de base, pas spécialement... Enfin, j'ai envie de me mettre plus à la lecture, mais ma concentration, c'est compliqué. Faut lire sa biographie une fois dans une vie. S'il y a jamais... S'il n'y a jamais de biopic sur lui, oui. Enfin, normalement, il y a un biopic qui est en préparation chez Sony, mais sur sa relation avec Sharon, qui est en fait la fille de l'ancien manager de Black Sabbath. Et en fait, donc Don Arden, qui est le manager de Black Sabbath, a une fille qui s'appelle Sharon, et elle s'est mise en couple avec Ozzy, et lors de la carrière solo d'Ozzy, c'est elle qui a géré le management de la carrière solo d'Ozzy, du coup. Je veux le même contact globalement, je veux la même... Et heureusement qu'elle était là, parce que sinon je pense que ça aurait été compliqué qu'il se relance, parce qu'il n'était pas dans un super état quand on l'a jeté du groupe. Ce qui était compréhensible parce qu'il foutait un peu la merde à cause de ses excès, mais... C'est vrai que s'il y a bien un mot qui définit Ozzy Osbourne, c'est excès. Ah mais... dans tout. Clairement. Donc, même quand j'ai voulu en parler pour le magazine, je savais pas par où commencer. Il y avait tellement d'infos, il y avait tellement d'anecdotes que j'avais envie de raconter, où j'ai en mode, juste ça va me prendre une page pour raconter une bête anecdote, entre guillemets. Donc, mais oui, franchement, s'il y a bien un biopic sur une personnalité, je pense que ce serait lui. Même pour avoir... Enfin, je trouve aussi que c'est un beau symbole de résistance malgré tout, parce qu'il s'est arrêté dans ses excès à partir de 2013. Donc il a eu une petite dizaine d'années. Mais, enfin oui, je le dis aussi dans le magazine, mais il y a cette idée que je trouve très intéressante sur... il a un peu un retour critique sur sa vie, mais il est quand même très gratifiant, j'ai plus le terme, mais content. Reconnaissant de où il est arrivé, quoi. Donc franchement, j'ai qu'une chose à dire: si vous avez la possibilité, il faut lire la biographie. C'est vraiment pas du tout ennuyant,
Et bon, on passe du coq à l'âne souvent, mais la manière dont ça représente bien sa personnalité. Et puis le perso. Exact. Donc vraiment, moi je connaissais évidemment Ozzy et Black Sabbath par quelques chansons que j'écoute toujours, mais je savais pas à quel point ça avait été compliqué. Et ça c'est toujours moi je savais pas qu'il avait eu une télé-réalité par exemple. Ah oui. Je l'ai appris du coup quand il est décédé, il y a eu plein de... Et ce qui est hilarant, parce que vous pouvez voir gratuitement sur YouTube les épisodes, et ça fait vraiment très années 2000. Le montage est catastrophique, mais c'est un peu drôle parce que c'est genre la première télé-réalité qui a autant fonctionné à l'époque et qui a fait se développer toutes les autres télé-réalités en fait. Donc il a été un peu le pionnier de plein de choses. Mais un peu malgré lui parce que tu vois qu'il était malade et qu'il allait pas bien et que c'était vraiment fondamentalement quelqu'un qui avait besoin d'aide. Mais du coup c'est trop... Enfin c'est pas marrant du tout mais c'est particulier de se replonger dans cette époque-là où c'était complètement ok et admis de filmer quelqu'un dans cet état-là ou parler comme ça ou prendre telle ou telle chose, alors que maintenant ça pourrait plus du tout être diffusé quoi. Ou en tout cas ça pourrait être beaucoup plus... Je pense qu'il y a eu des dingueries filmées, et c'est même comme ça que je termine aussi un de mes articles, mais sur le petit, il y a un des producteurs qui lui a vraiment dit en mode c'est toujours comme ça chez vous, et lui il répond en mode comme quoi, comme une sitcom, mais genre c'était une sitcom réelle, et du coup même Ozzy il comprenait pas parce que c'est sa vie de manière la plus réelle, j'ai envie de dire, mais même déjà eux avaient une réalité un peu différente de la nôtre à l'époque. Oui, c'est ça. Donc du coup ce que je retiens c'est que je peux dire merci à Ozzy parce que maintenant je peux regarder les Kardashians. Vrai. Je suis pas sûre qu'Ozzy ait inspiré la ville à décor brisé, mais merci Ozzy. Il y a un petit côté, je pense. Si vous deviez incarner quelqu'un, si vous étiez acteur et que vous deviez incarner quelqu'un dans un biopic, qui est-ce que vous seriez? Parce que, enfin, j'ai pas cette question-là, mais j'ai le même sujet, dans le sens où vous trouvez pas ces zinzins. Déjà, genre, je trouve pas ces zinzins. Déjà, juste le métier d'acteur en général, c'est-à-dire que tu dois être quelqu'un d'autre, mais c'est encore plus intéressant de devoir être quelqu'un qui a déjà existé. Oui. Les motifs de comparaison, Et du coup, quand on a parlé avec Elvis et tout ça aussi, genre en mode quand tu fais un rôle qui t'a tellement impacté que t'arrives pas à t'en défaire, genre Elvis, Austin Butler, oui, il parle toujours comme Elvis. Il parle toujours comme ça. Il a gardé. Et moi, j'ose pas imaginer l'acteur qui a fait Jeffrey Dahmer. Bah en fait, parce que je sais que lui, il a fait que des rôles dans ce style-là parce qu'il joue énormément dans American Horror Story. Mais je prie pour sa santé mentale. Il fait pas beaucoup d'interviews donc j'ai pas vraiment trouvé, mais ça fait peut-être partie aussi du fait. Mais il y a aussi justement Marion Cotillard, elle dit putain elle avait des cauchemars et tout. Ah ouais. Parce que donc Edith Piaf elle a perdu son compagnon, je sais plus si c'était son mari ou pas, mais en tout cas voilà, un de ses compagnons. Et Lycée, elle faisait des cauchemars avec lui et tout, en mode elle perdait quelqu'un. Et je pense que c'est d'ailleurs dans une des vidéos de McFly et Carlito où elle est invitée. Et elle discutait un peu de ça et elle dit en fait j'allais chez la psy après et j'avais la d'une folle parce que j'avais les sourcils rasés, parce qu'Edith Piaf elle a les sourcils tracés, genre hyper fins. Elle dit j'avais les sourcils rasés et en fait à un moment donné je me suis retrouvée genre sur une place pour aller chez la psy. En fait c'était la place Marcel quelque chose, et en fait Marcel c'était le compagnon d'Edith Piaf qui est mort, et elle dit je me suis retrouvée là-bas, c'est une place où il y avait ce type là genre en buste, en statue, je sais pas si c'est exactement ça l'histoire, mais enfin bref elle dit je suis arrivée chez la psy, j'étais genre en crise de larmes quoi, genre j'en pouvais plus, elle dit sortez-moi de ce perso parce que j'en peux plus quoi. Trop bizarre. Mais ça doit être horrible. Bah, c'est vrai que tu dois te mettre un peu dans la peau, en fait mi t'as pas le choix, mi bah si tu veux avoir une vraie belle prestation. Et c'est ton job quoi, tu vois. Enfin, c'est alors horrible à le dire comme ça, mais c'est ton job quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, j'aurais dit une nouvelle colle que tu nous poses. Moi, je pense que je kifferais jouer quelqu'un qui est genre à l'inverse de ce que je suis. Ah ouais. Comme ça, tu peux vraiment être au-delà d'être dans un personnage, tu peux vraiment vivre une vie que tu n'aurais jamais eu quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. C'est très Après, je pense que j'aimerais jouer quelqu'un qui est quand même politiquement... Enfin, qui est pas trop controversé, quoi. politiquement correct. Je suis vraiment politiquement correct. Ça laisse pas beaucoup de choix. Oui. Genre, par exemple, je trouve... On revient encore une fois sur The Apprentice, mais je trouve que c'est hyper courageux, je sais pas, mais... En tant qu'acteur, jouer Donald Trump, encore une fois, au moment où c'est sorti, comment ça a été utilisé, je trouve que c'est quand même... Après, Sebastian Stan, il a vraiment une haine ouverte pour Donald Trump, quoi. Pardon, mais il a raison, mais je veux dire, tu vois, il y a de nouveau ce truc où tu te places politiquement et voilà quoi. Donc je pense que j'aimerais bien jouer quelqu'un de différent de moi, mais que les gens aiment bien quand même un peu. Que ça fit comme un peu, genre là, je vais pas dire je vais jouer Beyoncé, quoi, tu vois. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Non, je sais pas. Encore une fois, je pose des questions, j'ai pas la réponse. C'est vrai mais... que oui. Je pense... Non, je suis clairement une mytho en fait. Je voudrais Tu vas jouer vieille. Justin Bieber. Les deux. Ah, c'est vrai. Vieille. Je suis Oui, clairement c'est une vrai. mytho en fait. Je voudrais clairement C'est très très bien ce que tu dis. J'avoue que si je devais choisir une personnalité, enfin j'ai pas d'idée de personnalité, mais ce serait aussi quelqu'un qui a peut-être les mêmes idées politiques à peu près que moi, mais pour pouvoir être dans l'idée de proposer un biopic plus politique, mais genre un truc pour défendre les droits de la femme, oui je sais pas, mais... Simone Veil. Non, c'est légit. C'est légit. Ouais. Je sais pas, je me Aucune idée. demande. Je me demande. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu Nikos qui me vient en tête. Je sais pas, Le biopic sur Nikos, j'ai pas quoi. d'explication, mais. Oh waouh. Tu vois, genre, je me dis à chaque fois, on va rechercher entre guillemets des grandes personnes. Pas que Nikos n'est pas quelqu'un de grand, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, genre, je me dis, en vrai, il y a peut-être des gens plus proches, entre gros guillemets, plus proches de nous, dont l'histoire serait tout aussi intéressante à raconter, quoi. Oui. Et c'est vrai que, bon, après c'est entre guillemets logique qu'on va souvent se chercher loin pour faire des biopics, mais parce que c'est peut-être plus facile de faire des biopics quand la personne est douce. Oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, pour éviter les polémiques ou les trucs, ça dépend de la personnalité aussi, Mais oui, c'est vrai. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vous pose la question, mais je sais pas. Genre, ouais. Si vous étiez acteur, quel personnage vous voudriez jouer? Ou un personnage un peu nonchalant. Un peu, bah, parce que du coup, j'ai les images de Social Network en dessous de moi, mais Oui. j'ai ce personnage un peu... ouais, un peu nonchalant qui s'en fiche et tout ça, ça doit être trop marrant à faire aussi. Je sais pas, voilà, je vous ai drop et vous vous débrouillez avec ça. J'avais aucune idée. Genre, j'ai même personne qui me vient en tête, Bah, moi non plus. tellement je connais des personnalités récentes. Attends, je réfléchis à qui tirait bien. J'ai que des vannes qui me viennent. Si vous deviez conseiller quelqu'un vient vous voir et vous dit ok, j'aimerais commencer à regarder des biopics, c'est lequel que vous conseillez en premier? Bah moi je vais dire Rocketman direct. Par juste vraiment pure appréciation personnelle et par le fait que genre, je peux le regarder 48 fois et... Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, là on parle beaucoup de biopics musicaux et tout ça. Et on Ouais, sait je pense que on sait moi j'en ce existe serait plein, mais- Social Network. Pareil. Ben, parce que... Je suis touchée. Parce que là, je trouve que tu as toutes les dynamiques d'un bon biopic, plus une réalisation un peu... Après, Rocketman, c'est aussi une baguette, donc... Moi je trouve que dans Social Network, il n'y a aucun flop, encore une fois c'est très perso, mais le cast est génial, la musique est géniale, le film est bien, la narration est cool, tu parlais tantôt de chaque image pouvait être une photo, Ouais, il y a un c'est peu vrai, ça c'est aussi vrai. dans Social Network, et parce qu'il te ramène aussi, il fait entre gros guillemets son job de biopic où tu sors de là et tu te questionnes un peu, genre il te renvoie à une série de questions. Et puis bah, on est toujours on utilise toujours à l'heure actuelle le Facebook et tout ça, et donc ça, et on sait ce qu'est devenu Mark Zuckerberg, et du coup tu vois, ça te ramène aussi à ce truc là où tu captures une époque qui est pas si éloignée, qui est pas du tout si éloignée, et ça te permet de faire des parallèles avec ce qu'on est encore en train de vivre à l'heure actuelle, ou jusqu'où ont été les dérives, parce que du coup nous pour le coup on voit les dérives, enfin, on les vit quoi, et donc je trouve que Social Network pour ça il est cool quoi. Et je trouve ça chouette parce que
entre guillemets, t'as un peu une double lecture où t'as les fondements de Facebook, mais au travers de la vie de Zuckerberg, ce qui est logique puisque c'est lui qui l'a créé. Mais comme tu dis... Tout le monde ne dirait pas ça, ouais. Est-ce que t'as bien vu le film? Oui. Mais oui, c'est quand même Mark Zuckerberg. Principalement, bon, il a volé des idées, ça peut-être, mais... non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais d'une grande manière, quoi. Mais du coup, au travers de sa vie, plus, comme tu dis, l'aspect plus... qui tourne autour de la problématique du réseau social en lui-même, quoi. Donc, je trouve ça aussi intéressant d'avoir, entre guillemets, une double lecture. Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas souvent eu des biopics, mais qui étaient basés vraiment sur... Enfin, j'ai pas envie de dire des objets, mais on se comprend, quoi. Oui. C'est vrai que là, c'est autant Facebook que Mark Zuckerberg. Enfin, en fait, on t'explique qui est Mark Zuckerberg, mais au travers de ce qu'il a créé. Ouais. Oui, c'est ça. Plus que sa vie, sa carrière, parce qu'on ne voit pas sa naissance, mais enfin, c'est pas intéressant, mais... Oui, non, on voit, mais en vrai... On le voit vraiment à partir du moment où il est à l'université. Tu dis que ce serait pas intéressant, mais en même temps, quand tu le rencontres dans le film, c'est un loser qui se fait... Enfin, il vient de se faire plaquer. Tu pourrais essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé à être aussi nonchalant, aussi... vicieux, c'est pas vraiment le terme, mais... Oui, plus... un peu... impassible aux émotions aussi, mais après... Quand je dis c'est pas intéressant, entre guillemets, c'était pas intéressant pour le propos que le film voulait raconter. Mais oui, effectivement, si tu voulais faire un film plus sur Zuckerberg en lui-même, ça aurait pu être intéressant d'avoir les fondements de son caractère. Mais alors, on revient au même truc où, pour moi, c'est bien que ça commence à ce moment-là, parce que du coup, on n'explique pas, on veut pas comprendre et tout ça, c'est voilà. Écoutez, la photo, c'est... On explique... c'est un petit connard qui a des... Enfin, tu vois, genre... mais c'est vrai, mais tu vois, c'est un petit con qui est doué dans ce qu'il fait, il sait qu'il est doué, mais il est juste extrêmement frustré, il est tout seul dans son coin, et voilà. Et du coup, il est extrêmement jaloux aussi, et du coup, c'est cool aussi d'avoir que ce postulat de départ et de voir ce que ça donne, plutôt que d'essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à être... Oui, parce que c'est vrai qu'on en parle peut-être pas assez souvent, mais on n'est pas obligé de tout le temps tout expliquer. Oui. Et au fond, parfois, dans les biopics, ils essayent peut-être de trop expliquer. Et il n'y a peut-être pas assez d'angles, justement. Oui. Là, tu sais que l'angle, c'est le procès qu'il y a eu autour de la création de Facebook et tout ça. Que parfois, effectivement, quand tu regardes... je pense justement à Marie Shelley, où ils essayent un peu de retracer... pas non plus toute sa vie depuis son adolescence, mais les grands moments de sa vie. Mais d'un autre côté, tu vois difficilement l'angle qu'ils prennent, quoi. C'est plus l'histoire de la vie de Marie Shelley. Oui, c'est ça. Or, il y a peut-être plein d'angles à utiliser pour justement la création de son livre le plus célèbre, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup ça revient un peu aussi, on disait Amadeus au début que c'était un très bon film et j'en parle dans les articles, mais je dis qu'Amadeus c'est l'histoire de Mozart pris par son rival Salieri, qui n'existe pas dans la vraie vie, qui est un personnage inventé, mais qui du coup ça te donne une clé de lecture différente parce que là tu découvres Mozart au travers de la frustration, de la jalousie, de l'envie et tout ça. Et donc finalement tu vois pas tant Mozart dans le film, enfin c'est pas tant lui le personnage principal, quoi, mais ça te permet de mieux comprendre, en tout cas ça t'offre une clé de lecture différente, comme là le procès pour Social Network ou quoi, ou comme tu disais pour Marie Shelley, enfin qui a pas pour Marie Shelley, et du coup ça peut être aussi ça, le fait qu'il fait un bon biopic ou non, c'est genre un angle précis qui est bien exploité, et tant pis si on sait pas ce qui s'est passé avant, après, ou qu'on s'en fiche, quoi, un peu, tu vois. Et je suis d'accord, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il te reste peut-être plus en tête, c'est parce que tu t'es concentré pendant 1h30, 2h, 3h sur, dans la réalité, peut-être 3-4 mois, alors que Elvis, Priscilla, ou ce genre de choses, ça revient, tu la vois de ses 14 ans à presque... t'as toute une vie en 2 heures, et du coup peut-être que ça manque aussi un peu de ce truc-là d'attachement au personnage, ou de creuser un truc, parce que tu dois l'apprendre sur tout un panel plus long, quoi. Donc oui, je sais pas si je suis d'accord parce que c'est un débat, mais je trouve que c'est intéressant. C'est un débat intéressant. Je trouve que c'est intéressant ce truc-là d'avoir un angle précis dans la vie de quelqu'un, quoi. Je suis d'accord. Et puis ça montre aussi que tu as envie de raconter quelque chose de spécifique par rapport à sa vie. En plus de sa vie. Enfin, je sais pas comment dire, mais un sujet supplémentaire, une question, une réflexion. Ouais, je suis d'accord. Donc,
Ben voilà, je suis d'accord. Pas tout pareil. Non, je suis d'accord aussi. Oui, pardon, Pas de soucis. Pas grave. En fait, C'était j'étais mi-concentrée sur votre conversation, mi sur mon moodboard. C'était le risque. Mais non, je suis d'accord aussi. Et en fait, il y a la dimension aussi du... Ben souvent, c'est vrai que sur un artiste, ben, tu peux te concentrer sur une seule chose parce que si t'en parles, c'est qu'il y a vraiment eu... Ben, enfin, parce il s'est passé un truc, quoi, tu vas pas... Enfin, on a rarement vu des biopics d'artistes pour chez qui oui, c'est pas tout était facile dans sa vie. Mais je suis d'accord que tu as aussi tout le truc du bah oui, forcément, il faut quand même prendre un angle parce qu'il faut se décider de comment tu veux interpréter l'histoire. Et ça, c'est un choix à faire en tant que réal, mais qui est hyper risqué en fait. Donc parfois, en fait, tu vois, tu comprends la décision, t'es un peu en mode bah il faut se décider parce que sinon ton histoire elle ira jamais nulle part, quoi. Je pense que le biopic, ça doit être, à mon humble avis, ça doit être un des types de films qui doit être le plus compliqué à réaliser parce que tu dois être très factuel, mais en même temps il te faut de la place pour de la fiction. Les gens qui connaissent auront automatiquement un avis parce qu'ils seront d'accord ou pas d'accord et trouveront ça trop superficiel ou alors justement trop long et dans des détails que voilà. Du coup je me dis, faire un biopic en tant que réel, ça doit, ou même en tant qu'acteur, parce que d'office, comme on parlait pour Timothée Chalamet ou ce genre de choses, genre d'office t'as un point de comparaison qui est clair et identifiable et identifié, et du coup ça doit être hyper ça doit être un travail de longue haleine, quoi. Genre par exemple on parlait de Marie Shelley mais on n'a pas encore parlé d'Oppenheimer, mais tu vois c'est le genre de film où au-delà de donner une époque, etc., t'as des vérités, tu dois être juste scientifiquement, il y a tout ça à prendre en compte, alors que si tu décides de sortir un autre film, c'est évidemment des questions qui se posent, mais où tu peux peut-être un peu plus naviguer ou... Tu peux modifier l'histoire en fonction. Oui, c'est ça, ou prendre c'est un vrai parti que je pense que les biopics où il y a des explications scientifiques ou autres, ou en tout cas tu dois être beaucoup plus attaché au réel, ça doit être aussi compliqué de faire les recherches et de dire qu'est-ce que je mets pas, comment je l'explique. Oui, c'est ça. Est-ce que je le justifie, est-ce que je le justifie pas, est-ce que je pars du principe que les gens le savent, est-ce que je dois expliquer, enfin... Du coup voilà, on arrive à la fin de ce qu'on voulait dire. Et si jamais vous vous posez la question, en fait ce qu'on fait depuis le début de la vidéo, c'est ce que vous avez vu à la fin du magazine. Et donc on voulait amener une dimension visuelle au podcast. Et donc maintenant, à partir de ce podcast-ci, vous nous verrez à chaque fois créer le moodboard qui sera disponible en dernière page du magazine. Et voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Oh non. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Oui. C'est pas comme si on bossait ensemble depuis 3 mois. Mais j'aime bien parler avec vous filmer. On ajoute juste une caméra, c'est la même chose que d'habitude. Oui, c'est vrai. Voilà, on a dit tout ce qu'on... On a dit ce qu'on voulait vous dire. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. C'est vrai. Qui sont en description. C'est vrai. Et qui apparaissent à l'écran parce que j'aurais très bien fait le aussi. montage. Et ciao la team. Ciao la team. Bye la team.